Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être très nombreux devant vos petits et grands pour suivre votre magazine Tac au Tac, votre émission sociopolitique et culturelle qui dit tout sur tout, qui reçoit tout le monde et qui laisse parler son invité librement, mais tout en respectant la norme. Vous êtes professeur, élite, homme politique, homme de Dieu, homme d'affaires, ami de la culture, venez participer dans Tac au Tac et proposer des solutions pour les développements du pays. Et ce soir, je reçois pour vous Maître Serge Mayamba, avec qui nous allons passer en revue l'actualité de l'heure. Maître Serge Mayamba, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue dans Tac au Tac Magazine. Comment allez-vous et bonne année? Merci, je veux bien. Je vous rends la réciproque. Merci. Vous êtes acteur politique. Si vous pouvez nous parler brièvement de vous, parce que ça fait quand même longtemps que vous n'êtes plus passé sur nos plateaux. Oui, effectivement. C'était quoi le problème aujourd'hui? Vous avez décidé de briser les silences? Parce que ça fait longtemps quand même. Oui, ça fait longtemps, effectivement. Vous avez un problème avec des journalistes, non? Non, 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 non. Nous avons juste choisi de nous taire. C'est parfois important. Se taire, observer. Mais en même temps, je profite de l'occasion pour remercier toutes ces personnes qui m'ont interpellé par rapport à ce silence et qui ont estimé que... voilà. Donc j'ai reçu une sorte de pression des amis, des journalistes, des acteurs politiques, des combattants qui ont estimé que ce silence commençait à prendre trop de temps. Bien. Alors, je rappelle que vous étiez député national de 2011 jusqu'à 2018 et 2 fois aussi candidat malheureux aux élections législatives de 2018 et de 2023. Quel sentiment vous anime quand même? Non, mais le sentiment d'un compétiteur. Vous savez, contrairement à ce que je vois chez certaines personnes, je pense que nous devons avoir... Vos électeurs n'ont plus voulu vous renouveler Oh ben non, je pense que la tribune n'est pas appropriée confiance. pour pouvoir donner des justifications. Comme j'ai dit, il faut avoir un esprit de compétiteur. La chose est passée. Si ça ne vous réussit pas, retenez tout simplement que lorsqu'on prend part aux élections, il s'agit d'une sélection. Donc s'il y a des gens qui sont présentés comme meilleurs par vous, ces personnes passent. Même s'il faut noter que chez nous, on a parfois souvent du mal à digérer les résultats des élections à cause il y a toujours des du contestations. visage. Bon, les contestations, il y en aura toujours. C'est pour ça d'ailleurs qu'il est prévu. Vous n'êtes pas à la cour? Vous n'êtes pas allé à la cour contentieux. Non. La CENI n'a pas placé vraiment les candidats dans les conditions de se prévaloir de leur victoire. Vous savez, il y a eu un manque d'organisation très criant pendant ces élections. Selon vous, est-ce qu'il y a eu élection ou pas? Parce qu'il y a de ceux-là qui disent que non, il n'y a pas eu élection, il y a eu braquage électoral, tout ça. Bon, il s'agit là des considérations purement personnelles, mais sous le plan des principes, il y a eu élection, mais en même temps, nous avons constaté qu'il y a eu un manque criant. Mais vous, personnellement, comment avez-vous trouvé les déroulements du processus? Le travail de la CENI a été très mal fait. Un travail qui a été très mal fait et il va d'ailleurs de la crédibilité des institutions qui sont en train d'être installées. Alors, je rappelle aussi que vous êtes membre de l'UDPS parce que quand j'ai annoncé l'émission, il y a des gens qui m'ont appelé pour me dire mais Serge Mayamba n'est plus membre de l'UDPS. Pourquoi il s'est dit de l'UDPS? Mais moi, je me rappelle que vous êtes quand même un jeune recrue. On vous a recruté, vous étiez encore jeune à l'université, je me souviens, parce que vous êtes passé quand même plusieurs fois sur nos plateaux de télé depuis 2010. Moi, je vous connais il y a longtemps quand même. C'est peut-être des gens qui sont... C'est peut-être vous des gens qui sont... membre de l'UDPS et puis vous avez été radié parce qu'en 2011, Non, je voulais d'ailleurs y arriver. Oui. Ça, c'est la confusion que beaucoup de gens entretiennent. C'est vrai, notre présence au Parlement a posé quelques problèmes au sein du parti, mais nous n'avons jamais été frappés. Nous avons maintenu nos relations. C'est pour ça d'ailleurs que nous avons pris part... Mais cela ne vous porte pas la poisse parce que 2 fois déjà... Non, on n'est pas liés dans ces sens-là. Il ne faut pas aller dans des considérations de ce genre. Vous savez, le combat politique doit se faire en accédant à certaines dimensions. Comme je vous ai dit d'ailleurs à propos des résultats,
Quand ça arrive. Vous l'assumez et vous continuez. Vous laissez ça. Mais aux derrière élections, vous. vous vous êtes présenté comme membre de l'UDPS et allié ou... Non, j'étais candidat de ATDC. De ATDC figure parmi les regroupements faisant partie de la mosaïque UDPS. Donc ça, c'est la réponse qui est donnée à tous ceux qui se posent des questions sur ma qualité de membre de l'UDPS. Mais ce qui est vrai est que l'UDPS ne m'a jamais sanctionné. Moi-même, je n'ai jamais présenté une volonté de quitter l'UDPS. Voilà pourquoi j'ai toujours une voix qui parle en faveur de l'UDPS. Mais ce qui est vrai, peut-être que les gens s'interrogent. On ne quitte jamais l'UDPS, hein, parce qu'on voit ceux qui étaient avec Kabila aujourd'hui, des anciens de l'UDPS, maintenant ils se sont retournés. Ils avaient quitté. Ils avaient quitté. Ils avaient quitté. C'est un faux discours. Ils avaient quitté. Un discours mensonger. Ils avaient quitté parce qu'ils ont combattu l'UDPS. En fait, nous, notre problème, c'est que nous n'avons plus de responsabilités qui nous permettent de parler au nom de l'UDPS. C'est peut-être ce qui fait que les gens croient que nous avions pris des distances. À l'époque, nous parlions fréquemment, régulièrement, de manière permanente au nom de l'UDPS, au regard des responsabilités que nous avions, qui nous obligeaient à communiquer au sein du parti. Alors qu'aujourd'hui, je peux avoir une voix qui se marie avec l'opinion de l'UDPS, que je vais porter, que je vais défendre, mais je le ferai sans engager le parti. Et d'ailleurs, je ne le ferai pas avec la même fréquence. Voilà, donc, mais sinon, on est là. Et vous êtes là. Voilà. Alors, UDPS a totalisé 42 ans d'existence. Dites-moi un peu, qu'est-ce qui a changé avant et après? À l'époque d'Étienne Tshisekedi, quand vous étiez encore là, quand vous étiez présent, et aujourd'hui, l'UDPS est dirigé par Augustin Kabouya, qui aujourd'hui qui a été désigné par le chef de l'État informateur, et Jean-Marc Abound qui est toujours en prison. Il n'y a toujours pas de congrès, il y a, je ne sais pas, un petit désordre. Hein. Les gens bon, nous voulons parler de quoi finalement, madame? Ben, laissez-moi vous rafraîchir la mémoire. Non, par rapport qu'Augustin Kabouya aussi était là. Oui. Du vivant d'Étienne Tshisekedi, et quand Étienne Tshisekedi était très actif, Augustin Kabouya était là. Il a eu des responsabilités au niveau de certains organes du parti, et ce qui lui a permis de continuer avec le président Félix Tshisekedi, à l'époque président du parti. Et voilà, aujourd'hui, il est là où il est. Alors, parlant de l'UDPS, dans le sens de votre question, il faut tout simplement se référer au terme du combat de ce parti. L'UDPS a travaillé pour qu'il soit instauré dans ce pays une démocratie et pour que cette démocratie puisse apporter au peuple le progrès social. Démocratie, c'est vrai, c'est un processus. Nous n'avons pas atteint tous les objectifs, on n'a pas réalisé ce que certaines personnes attendent, mais au moins nous sommes contents d'une chose, c'est que la machine de la liberté, dans ses différents aspects, dans notre pays, a évolué grâce à l'UDPS. Nous avons le pluralisme politique, nous avons la liberté d'expression, malgré quelques embûches. Il y a un grand travail à faire dans ce sens-là. Oui. Je crois qu'aujourd'hui, lorsque vous voyez même la prolifération des médias dans notre pays, vous êtes professionnel des médias, c'est grâce au combat de ce parti-là qui a permis aux Congolais de se sentir en homme libre. Et le président Tshisekedi disait, nous devons travailler pour commencer à sortir notre peuple de la chosification dans laquelle l'avait placé M. Mobutu, et après, nous allons nous lancer dans le combat pour le progrès social. Donc je crois qu'aujourd'hui, avec le mandat exercé par le président Félix Etienne Tshisekedi comme président de la République, il y a donc cette évolution-là. Donc nous sommes allés du combat pour la liberté vers maintenant le combat pour la gouvernance. Et il faut qu'il s'agisse de bonne gouvernance, parce que c'est la bonne gouvernance qui fait appel au développement. Et le développement, c'est justement ça, le progrès social. Le progrès social défini en termes d'amélioration des conditions de vie. Est-ce qu'il y a ces progrès 5 ans après? Aujourd'hui, Félix Tshisekedi a son deuxième mandat. Les 5 ans de Félix Tshisekedi, est-ce qu'il y a eu ces progrès sociaux? J'ai noté... Est-ce que l'UDPS qui est parti au pouvoir aujourd'hui gère bien le pays? J'ai noté la volonté de faire. La volonté de faire, il y en a. Et puis, j'ai noté également des réalisations
qui peuvent nous amener à croire au développement. Comme j'ai dit tout à l'heure, nous ne serons pas les chantres politiques comme certains le feront. Parce qu'on a beaucoup critiqué aussi la gestion de faire. Kabila à l'époque avec l'UDPS, opposition. Oui, mais il était tout à fait normal que cette gestion soit critiquée. Aujourd'hui, l'UDPS est aussi critiquée. Autant la gestion du président Félix est critiquée. Mais moi, je pense que s'il faut juger l'UDPS, il faudra juger l'UDPS aujourd'hui. J'ai une opinion qui n'est pas souvent partagée par beaucoup de gens, parce que moi, je suis toujours tenté de dire qu'avec le mandat passé, ce n'était pas le mandat de l'UDPS. C'est maintenant que l'UDPS accède au pouvoir. Parce que pour qu'un parti politique prétende accéder au pouvoir en tête, il faut que ce parti gagne les élections. Ce n'est pas que ce parti donne au pays un président de la République qui a été candidat. C'est maintenant que l'UDPS a une majorité parlementaire. Et c'est maintenant que nous pouvons considérer que le pouvoir actuel est le pouvoir de l'UDPS. Et d'ailleurs, vous avez vu quelles sont les gymnastiques qui ont été faites avec le premier mandat du président Félix Tshisekedi pour exercer ce pouvoir. Mais c'est maintenant. Et d'ailleurs, le débat a été lancé parce que j'ai vu les membres de l'UDPS. Donc c'est maintenant que l'UDPS a le mandat. Oui. Donc à l'époque, ce n'était pas l'UDPS parce qu'il a géré avec Kabila. C'est pour cette raison d'ailleurs. C'est ça. Non, que rien n'a marché. Pas seulement Kabila. C'est parce qu'à l'époque, l'UDPS comme parti n'avait pas obtenu une majorité parlementaire à elle seule. Pas une majorité dans le cadre d'une coalition, mais obtenir le nombre d'élus et venir et nous savons tout ce qui s'est passé pour obtenir cette majorité. C'est pour cette raison, madame, que d'ailleurs, les membres de l'UDPS ont fait savoir à l'informateur Augustin Kabouya que fort de ce nombre d'élus, l'UDPS devait obtenir la primature et même la présidence de l'Assemblée nationale au regard de ce poids politique. Donc c'est ce poids politique qui permettra, avec ce mandat, à l'UDPS de se présenter véritablement comme un parti au pouvoir et responsable de la gestion à venir. Évidemment, si le président de la République comprend la pertinence de la demande formulée par les membres de l'UDPS. Bien, Félix Tshisekedi a été réélu président de la République. Il a même prêté serment le 20 janvier dernier. Comment avez-vous trouvé son discours? C'est le discours d'un président qui veut rassurer le peuple. Parce que lorsque vous arrivez à remporter les élections, ça signifie que la majorité de la population représentée vous a fait confiance et vous avez l'obligation de lui rendre l'ascenseur. Et le président Félix ne pouvait que prononcer ce discours-là qui va dans le sens de demander à la population de lui faire confiance en lui disant merci, donc de travailler pour répondre à ses attentes. Tout ce que nous pouvons demander aujourd'hui est que les choses se fassent véritablement pour que cet objectif puisse être atteint. Il n'y a pas eu un couac ou bien il fallait qu'ils disent une chose ou est-ce que vous avez été satisfait de ces discours? Non, le problème n'est pas au niveau de la satisfaction. Le problème est au niveau de noter ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire un élu qui se présente à ses électeurs pour les remercier et leur promettre de remplir loyalement et fidèlement son mandat. C'est tout. Nous n'avons pas à attendre des choses de la part du président Félix Tshisekedi en termes de discours. Nous, ce que nous attendons, ce sont les réalisations. Comme je vous ai dit tout à l'heure, nous sommes passés de la phase d'obtention de la liberté à la phase de gestion effective. C'est avec la gestion effective que l'on pose véritablement les bases. Voilà pourquoi d'ailleurs lui-même avait demandé à la population, lors de sa campagne électorale, de travailler dans le sens de consolider les acquis. Les acquis, c'est-à-dire tout ce qui a été obtenu est fait positivement, parce que c'est cette consolidation-là qui constitue les bases ou les fondements de l'avenir projeté. Et moi, en ce qui me concerne, je dis d'ailleurs qu'on ne doit pas se limiter tout simplement à la consolidation des acquis, mais il faut travailler avec et sur ces acquis pour relever le défi. Le défi qui nous attend, c'est le défi du développement. Et dans le contexte de troubles actuels, le défi qui nous attend, c'est le défi
de la pacification de la République, le défi de la sécurisation du territoire national et des citoyens, bref, le défi du progrès social. Dernièrement, Félix Tshisekedi était face à la presse lors d'un debriefing spécial avec Patrick Mouyaya. Comment avez-vous jugé la sortie médiatique du chef de l'État dernièrement à la RTNC? Je voudrais de prime abord noter qu'il était bon que le président de la République puisse s'exprimer, parce qu'il y avait des questions, comme vous, journalistes, aimez bien le dire, des questions brûlantes de l'heure, Oui. des questions qui ont nécessité à ce que le président s'exprime pour qu'il puisse se retrouver au même diapason que la population. La population attendait plusieurs prises de position de la part du président. Je crois que c'était un bon exercice, même si en ce qui concerne le contenu, l'exercice a semblé poser quelques problèmes parce que à l'issue, d'ailleurs pas à l'issue, mais à l'occasion de ce briefing qu'on a appelé spécial, il y a des questions très sensibles qui ont été soulevées et qui ont obtenu de la part du président de la République des réponses à polémique. Et ça, c'est le couac que je peux noter dans cet exercice. Mais l'exercice en soi, en termes de philosophie, est un bon exercice. Et je pense qu'il est bon que le président communique régulièrement avec la population. Et le président Félix, dans son style, dans sa façon d'être, je pense qu'il présente un bon visage. On lui reproche de trop communiquer, de trop parler, mais il n'y a toujours pas des actions. Il parle trop et puis après, il n'y a plus rien. Par rapport à la situation de l'Est, lorsque vous l'attendez sur ses rapports avec le Rwanda, pensez-vous qu'il maîtrise son sujet ou il est dépassé par les événements? Bon, d'abord, il faut noter que ceux qui disent que le président parle trop doivent nous permettre aussi un thermomètre qui permet d'apprécier, même pas un thermomètre, mais un autre appareil qui peut nous permettre d'apprécier la fréquence d'action ou d'inaction du président de la République. Moi, je pense que si le président estime qu'il y a des questions brûlantes, des questions qui nécessitent à ce qu'il communique avec la population, il peut bien le faire. Parce que trop communiquer signifie quoi? Ne pas communiquer signifie quoi? Au début de l'émission, vous m'avez rappelé que j'avais disparu. Je vous avais dit que je vais opérer le choix du silence. Mais vous savez combien de personnes me l'ont reproché? Et vous savez combien est-ce qu'à l'époque, les gens reprochaient au président Étienne Tshisekedi de ne pas vouloir parler? Que cherchons-nous, nous, Congolais? C'est ce qu'on reproche aussi à Kabila, qui ne parle pas. Non. En fait, on reproche à Kabila de ne pas parler parce que, ne prenant pas position, même les siens ne se retrouvent pas. Voilà pourquoi ils se sont retrouvés en débandade. Et aujourd'hui, nombreux ont opéré des choix parce qu'ils n'ont pas de visibilité, il n'y a pas d'aiguillage. Le chef parle pour orienter la population. Le chef parle pour faire comprendre ses idées. Le chef parle pour mettre dans la tête de la population des idées qu'il a. Parce que vous ne le vouliez pas, le chef se présente toujours comme un guide. Et les gens ne peuvent pas vous suivre si vous ne communiquez pas. C'est comme un commandant des troupes qui ne donnerait pas des orientations à ses troupes. Mais la conséquence, vous les connaissez. Alors, parlant de la question de l'Est. De l'Est, oui. Non. Est-ce qu'il maîtrise Non, vous savez, madame, moi, je vous dis sincèrement, je n'aime pas trop parler de la question de l'Est parce qu'il s'agit d'une question très sensible. Le problème, c'est que nous, Congolais, nous aimons parfois recourir à des solutions ou à des considérations simplistes sur la question qui concerne la guerre à l'est de la République démocratique du Congo. Donc, je sais que tout homme qui est au pouvoir cherche à résoudre le problème de la population. Je ne vois pas un président de la République se complaire de ce qui se passe. Moi, je pense que si la complexité de la situation nécessite l'implication de tout le monde, nous devons nous y mettre parce qu'il y va de notre intérêt. Mais considérer qu'il est dépassé, je ne pense pas. Et moi, je voudrais d'ailleurs attirer l'attention des Congolais pour dire que ce que nous vivons aujourd'hui
est le fait d'une grande organisation qui, malheureusement pour nous, a obtenu aussi l'adhésion des fils et filles congolais qui ont rendu cette situation complexe. Donc, les gens qui ont suivi la situation de l'Est de la République depuis plusieurs années vous le diront. Et il y a un langage qui est régulièrement dit. Au fait, il s'agit d'un complot organisé par certains milieux. Donc, nous ne devons pas considérer cette guerre-là avec trop de jugements personnels. Non. Nous aurons été, vous et moi, président de la République. Je pense que les choses se présenteraient aussi de la même manière, parce que ceux qui ont provoqué cette guerre et ceux qui font cette guerre le font indépendamment de la personne qui gère, parce qu'ils ont des objectifs qui vont au-delà de la politique de notre pays. Fathi refuse de négocier avec le M23, mais il souhaite discuter avec le Rwanda, qui selon lui est le vrai agresseur de la RDC. Il a raison ou non? Nous devons éviter de toujours donner des primes à la guerre. Nous devons éviter à ce que la violence puisse être la voie par excellence d'accession au pouvoir. Il ne faudrait pas que chaque Congolais se dise « bon, demain je prendrai les armes, je tuerai le Congolais, on va me considérer ». Mais aujourd'hui, nous vivons les conséquences de ce qui a été fait dans ce sens-là. Nous avons connu des processus de brassage, d'intégration, de je ne sais quoi, des gens qui étaient dans les groupes armés qui n'avaient pas d'objectif politique clair, mais qu'on a injecté dans notre armée. Aujourd'hui, nous plairons de l'infiltration. Il y en a qui sont venus en politique sans valeur ajoutée. Même les députés aussi, Mbosso l'avait dit, tout le monde, il a demandé aux députés de quitter les groupes armés. Ces gens se recrutent dans tous les milieux. Aujourd'hui, la République en souffre. Vous avez parlé des difficultés que le président Félix est en train de connaître. Je vous ai dit que même s'il s'agissait de vous et moi, nous connaîtrions les mêmes difficultés. Parce que ceux qui nous entourent sont issus de ces mouvements-là. Des gens qui ne pensent pas pays, mais des gens qui pensent à eux-mêmes, des gens qui se sont dit que pour vivre, ils doivent tuer les autres. Donc c'est un peu ça le problème. Alors lorsque le président de la République estime qu'il doit négocier avec le Rwanda, parce qu'il est clairement établi... Pas à n'importe quel prix. Il est clairement établi que les ennemis de la paix au Congo, ceux qui visent la déstabilisation de ce pays, ceux qui visent son exploitation illégale, ont pour outil le Rwanda. Parce que c'est le Rwanda qui appuie tous ces mouvements rebelles en accordant leur offrant ces terres, par exemple, comme base arrière, parce que ce sont les terres du Rwanda qui permettent aux armes d'atteindre tous ces fauteurs de troubles de l'Est. Donc, parler avec le Rwanda serait une très bonne chose, parce que si la sincérité du Rwanda se manifeste et que le Rwanda se plie à la volonté de la paix, donc tous ces gens-là seront coupés de base arrière. Et il n'y a pas que le Rwanda, je veux dire au chef de l'État, l'Ouganda aussi. Tous ces États-là doivent être bien suivis, les États du nord-est de la République. Ce sont des États qui participent à la déstabilisation de notre République. Donc il est bon de parler avec ces gens-là pour les impliquer dans le processus de pacification du pays. Je crois que c'est une très bonne posture. Et par rapport aux autres, je crois qu'il faut éviter aussi, comme j'ai dit, cette blague. Mais pourquoi ne pas inviter aussi Bissimo, qui représente le M23 dans ces dialogues, processus de paix? Vous savez, c'est dommage que les choses se passent de cette façon. C'est dommage que ces gens aient été considérés à un moment de leur vie. Vous avez déjà vu le cahier des charges du M23? Il faut que le M23 nous présente son cahier de charges pour que nous puissions croire à sa bonne foi. C'est justement ces gens de personnes qui se sont présentés comme des Congolais qui nous causent des difficultés. Parce que lorsque vous vous en prenez au Rwanda, et finalement le Rwanda vous dit non, vous savez, c'est une guerre entre Congolais,
quand vous dites non, on vous présente ces Congolais-là. Parce que Kagame, il a dit ouvertement qu'il avait parlé avec Félix Tshisekedi et puis il a posé la question à Félix Tshisekedi pour savoir si les M23 c'était des Congolais ou des Rwandais. Et Félix Tshisekedi a dit que c'était des Congolais. Oui, tous ces Congolais il se victimise comme d'habitude Kagame pour dire que non... ce n'est pas le Rwanda qui fait la guerre. Justement, madame, tous ces Congolais qui se retrouvent dans les mouvements armés sont des facilitateurs de nos agresseurs. Ils sont les facilitateurs de tous ces lobbies internationaux qui cherchent, qui exploitent illégalement les matières que regorge le sol congolais. C'est justement pour ça que j'ai dit, ça ne doit pas continuer. Sinon, tout Congolais se lancerait dans cette aventure en se disant qu'à la fin, il va être considéré. Moi, j'ai posé la question, même si ce n'est pas moi qui anime l'émission, je vous ai demandé, excusez-moi, est-ce que vous avez déjà lu le cahier des charges du M23 ? Que le M23 nous dise quelles sont ses revendications. Et vous verrez que c'est des revendications qui n'ont rien à voir avec l'intérêt supérieur du pays. Qui fournit les armes au M23 ? On ne sait toujours pas. Qui donne les armes aux Itouriens, qui s'entretuent, tout ça. Le chef de l'État a déclaré à la moindre escarmouche, qui a fait mouche aussi, à la moindre escarmouche, il va déclarer la guerre au Rwanda. Est-ce qu'on doit encore garder une relation diplomatique, avoir une relation diplomatique avec le Rwanda? Parce qu'il y a toujours notre ambassadeur qui est au Rwanda et puis l'ambassade du Rwanda aussi ici. Et ça fonctionne, hein? Bon, je vous ai dit, bien que l'ambassadeur n'est pas là. Je vous ai dit tout à l'heure que c'est une situation très complexe aussi dans la manière dont elle se déroule que dans la manière dont les partis prennent position. En principe, non. Pouvez-vous imaginer aujourd'hui un ambassadeur russe en Ukraine et inversement? Non. Je crois qu'aujourd'hui, nous devons être clairs. C'est là où on ne comprend pas en fait ce qui se passe. Justement, à cause de ça aussi que parfois notre voix n'est pas entendue, parce que nous-mêmes nous donnons des prétextes à ceux qui nous agressent. Et nous ne savons pas à pousser ceux qui peuvent nous soutenir à le faire, parce qu'ils ne peuvent pas comprendre que nous allions vers eux en disant que nous sommes agressés, en sollicitant un appui militaire et matériel, mais en même temps, nous continuons à entretenir de bonnes relations. Voilà. Et le chef de l'État a également condamné ces protocoles d'accord entre l'Union européenne et le Rwanda. Il estime que cet accord vise à encourager les pillages de nos Madame, de ça, nos c'est des ressources. considérations dans lesquelles je n'aime pas entrer. Moi, j'ai retenu une chose en politique, c'est que la vie est une question des rapports de force. Ne continuons pas à condamner ce que les autres font. Si sur le plan stratégique, ils savent percer certains murs, à nous de travailler pour faire autant. Ne condamnez pas votre adversaire. Vous, personnellement, estimez-vous qu'à ce niveau, la RDC est dans un grand complot? Mais cela est établi. Madame, moi je suis de cette jeunesse qui avait déjà haussé le ton en 1996 pour dire non à l'agression de la République démocratique du Congo. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, malheureusement, on trouve toujours des Congolais qui sont les facilitateurs des agresseurs. Après que nous, comme jeunes étudiants, avions dénoncé cette situation, fort des leçons que nous recevions de certains Indiens et même de nos enseignants de l'époque. Et aujourd'hui, ce sont nos dirigeants Nous avons vu des Congolais se présenter au devant de la scène pour crédibiliser cette démarche. Et c'est ainsi qu'est née l'AFDL, dont la gestion a été confiée aux Congolais, à la tête desquels nous avions vu Laurent Désiré Kabila. C'est ainsi que le RCD Goma a opéré. Quand on voulait présenter le RCD Goma comme un mouvement des étrangers, le RCD nous a présenté tous ces Congolais que vous connaissez, à commencer par le Wamba Diawamba, les Onosumba, tous ces gens que vous connaissez, le Kamitatou, l'UMLC, à l'époque a fait autant en faveur de l'Ouganda. Nous avons vu un mouvement piloté par un Congolais, Jean-Pierre Bemba, et ça toujours, c'est un cercle vicieux au fait. Mais rien n'échange. Les facilitateurs des agresseurs.
Bien, il y a aussi nos dirigeants qui dénoncent, hein, parce qu'on dit toujours que la RDC, c'est un pays où on ne fait que dénoncer, dénoncer. Ils ne doivent pas dénoncer, ils doivent agir. Avec ces gestes-là, comme ça, est-ce que Madame, c'est j'ai trouvé important? ça très irresponsable. Les membres du gouvernement, J'ai tout ça, vu les membres du gouvernement se même comporter. le VPM de l'intérieur. Ils se comportent comme des Patrick Mouyaya. activistes. Madame, c'est grave quand même que des gens qui sont appelés à apporter des solutions se présentent comme des personnes qui se plaignent. Non, eux, ils doivent apporter des solutions à la population. Quand j'ai vu cette image, je me suis dit, ben, c'est finalement des gens qui ne savent rien apporter à la population à part le vide. Ils apportent le vide à la population. Voilà pourquoi on n'arrive pas à atteindre certains résultats. Ça, c'est des comportements des activistes. Ce sont des activistes qui dénoncent. Comme nous avons eu nos ambassadeurs qui ont fait un grand travail, qui sont les léopards football. Aujourd'hui, cette image est partie. Pendant que le peuple dénonce, vous devez agir. Avec ces gestes-là de bravoure comment les joueurs, Oui, Héritier malheureusement, Luvumbu qui a été... Héritier Luvumbu, Oui. qui a été d'un courage héroïque. Ça, c'est le travail du peuple. Du peuple, oui. Je dénonce. Donc c'est le peuple qui doit dénoncer. Je dénonce pour que l'information arrive à qui de droit. Et les dirigeants doivent trouver des solutions. Les dirigeants doivent agir. Et pourquoi ils n'appliquent pas cette loi la réciprocité, hein? Quand vous attaquez, on attaque aussi. Hein? Pourquoi il faut attendre, il faut dénoncer? Aujourd'hui, le président de la République a un peu déçu. Vous ne trouvez pas qu'il a opté pour la paix, négociation, parler avec, dialoguer, discuter avec le Rwanda, Dialoguer pour obtenir Il y a eu la plusieurs paix. dialogues. Non, dialoguer pour obtenir la paix n'est pas une mauvaise chose. Rwanda, RDC, Angola, tout ça, ça n'a rien donné. Madame, là où les choses se sont calmées, ça a toujours été par le dialogue. S'il faut dialoguer pour qu'il y ait la paix, c'est bien. Mais il faut dialoguer, il faut aussi il faut attaquer. Dialoguer en atteignant la cible. Selon vous, la solution est politique ou militaire? Oh, madame. La solution à la question de l'Est? À la question de l'Est, oui. Vous croyez qu'elle va être militaire? Nous ne sommes pas à mesure. Hein? Nous ne sommes pas à mesure de déclarer la guerre, selon vous? Prenons notre mal en patience, madame. Est-ce qu'il y aura une solution? Est-ce que les choses vont changer? Deuxième mandat de Fachi, en tout cas, on attend beaucoup de lui. La population, je ne sais pas si la population doit attendre beaucoup de Fachi. Donc, la population de l'Est surtout, qui souffre. Hein, les gens meurent tous les jours. Il y a des escarmouches là-bas. Il y a des bombes, on bombarde. Mais en tout cas, la population est un peu abandonnée. Hein. Il faut de l'organisation dans la gestion de la question. Et il faut des responsables, des personnes responsables, pas des personnes qui se comportent comme des activistes autour du président de la République. Tout à l'heure, vous avez parlé du MLC hein, par rapport à tout ce qui se passe hein, depuis l'époque de, je ne sais pas, Kabila, Mouzé, tout ça, par rapport à la situation de l'Est toujours. Aujourd'hui, Jean-Jacques Mamba quitte le MLC pour rejoindre l'AFC de Nanga. Votre réaction? Il opte pour la rébellion. Madame, je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a toujours des facilitateurs à l'agression. Bon, il opte pour la rébellion. Il est issu de quel parti? Parce qu'il dit que le problème de la RDC, c'est Félix Tshisekedi, selon lui. Non, le problème de l'Est, madame, je vous ai dit, n'a rien à voir avec le président de la République. Le problème de l'Est de la République est lié aux objectifs que les gens cherchent à atteindre. On va boucler ces chapitres. Alors, qu'est-ce que vous proposez par rapport à cette situation de l'Est? Non, je n'ai rien à proposer. Je n'ai rien à proposer. Il revient à ceux qui ont la responsabilité d'agir comme tel. Bien. Il y a une polémique qui a enflammé la toile avec la demande de Félix Tshisekedi au gouvernement démissionnaire d'expédier les affaires courantes. Vous, personnellement, comment avez-vous trouvé? Oui, est-ce que Félix Tshisekedi a violé la Constitution? Merci, madame. Je crois avoir fait une tribune. J'ai rédigé une tribune à ce propos. Tout doit partir de la compréhension que nous devons avoir de la notion d'expédition des affaires courantes. Vous savez, dans le cadre de la gestion gouvernementale, lorsqu'un gouvernement est réputé démissionnaire, les membres de ce gouvernement-là restent en fonction en attendant la prise de fonction de leurs successeurs. Voilà pourquoi d'ailleurs, en ce qui concerne le gouvernement,
Il doit avoir dans l'ordonnance portant organisation et fonctionnement du gouvernement une disposition qui y répond clairement, par exemple en ce qui concerne le remplacement du Premier ministre. Et lorsque le Premier ministre vient à partir, la responsabilité qu'il exerce doit revenir au plus saillant des ministres. Vous voyez, de ce côté-là, je pense qu'il ne puisse pas avoir des problèmes, d'autant plus que la gestion des affaires courantes concerne tout simplement cette gestion transitoire, en attendant la passation des pouvoirs entre ceux qui partent et ceux qui viennent, avec interdiction d'ailleurs pour ceux qui gèrent les affaires courantes de poser des actes de disposition. Donc on limite leur champ d'action à quelques actes de gestion courante. Ça c'est suffisamment connu. Mais le vrai problème qui se pose chez nous est celui qui consiste à savoir pourquoi a-t-on demandé aux personnes frappées d'incompatibilité de gérer les affaires courantes. Comme vous le savez, le Premier ministre ainsi que plusieurs membres de son gouvernement ont été proclamés par la CNI comme élus nationaux, provinciaux, et que leurs mandats ont été validés. Alors, lorsque nous disons la constitution du pays, l'article 103 de la constitution nous dit que le mandat de député national commence à courir à partir de la validation de son mandat, et les d'autres dispositions qui suivent, 108, 110, établissent les incompatibilités. Il est dit que le mandat des députés, l'exercice du mandat des députés national est incompatible avec la fonction de membre du gouvernement. Ça signifie qu'il s'agit là d'une option à lever. Lorsque vous choisissez d'être membre du gouvernement, alors que vous avez été élu, ça signifie que vous avez abandonné votre qualité de député national en faveur de la suppléance. Lorsque vous avez choisi d'être député national en faisant avec la validation du mandat, donc vous avez renoncé au poste de membre du gouvernement. Mais chez nous, nous avons suivi qu'il y a une lettre, je ne sais pas si c'est une lettre ou un communiqué ou quoi, disons une correspondance du chef du cabinet, du directeur des cabinets du président de la République, qui demandait à ceux-là, dont les mandats ont été validés, d'expédier les affaires courantes. Non, à ce niveau-là, je crois qu'il y a entorse. Bon, les gens sont parfois choqués quand on dit violation de la Constitution. Moi, je préfère être élégant. Mais Fachi dit... Je vous en prie, madame. Je préfère être élégant en disant il y a recul dans l'application du principe d'incompatibilité. Parce que, d'ailleurs, la Cour constitutionnelle, à la suite du Conseil d'État, s'est prononcée sur la question parce qu'elle a été saisie par le Premier ministre Samalou Kondé. Oui, oui. Donc, il y a dans le même ordre d'idée, oui, en interprétation de cette disposition de la Constitution qui interdit d'ailleurs, il n'y avait même pas lieu d'en chercher interprétation parce qu'il s'agit de dispositions claires. On ne peut chercher à interpréter qu'une loi lorsqu'elle est obscure. Mais pour une loi qui est claire, je crois qu'il y a eu autre chose. Voilà pourquoi, madame, moi, à mon niveau, j'ai fait une analyse en faisant une proposition au chef de l'État qui, malheureusement, vient a posteriori en disant « J'aurais été consulté sur la question, j'allais proposer au président de la République d'user de ses prérogatives constitutionnelles d'user de l'une de ses prérogatives contenues dans les dispositions de l'article 69 de la Constitution qui lui donne le droit, en tant que garant de la nation, d'assurer la stabilité et la continuité des institutions. Et qui lui donne également le pouvoir, à l'article 161, de saisir la Cour constitutionnelle. Pourquoi saisir la Cour constitutionnelle? Le chef de l'État aurait dû présenter ce besoin-là à la Cour, en disant, même si cela n'est pas prévu, mais par rapport à tel besoin qui s'exprime dans la gestion, et j'ai appelé ça dans cette tribune la raison d'État. Est-ce que la Cour
ne peut pas nous autoriser de fonctionner de telle ou telle manière. Parce que n'oublions pas, la Cour constitutionnelle dispose du pouvoir des régulateurs de la vie institutionnelle. C'est-à-dire la Cour constitutionnelle a le pouvoir de se prononcer sur des questions même non prévues dans la Constitution. Mais des questions qui constituent les raisons qui peuvent se justifier par la raison d'État. C'est-à-dire, on parle de raison d'État lorsqu'une question peut amener le gouvernant à sortir de l'ordre établi. C'est-à-dire, on peut considérer ça dans un premier temps comme une violation des normes juridiques ou sociales, mais cette violation est dictée par l'intérêt public. Donc, vous agissez au nom, pour le compte et dans l'intérêt de la population en vous éloignant des principes. Vous voyez? Donc là, le président pouvait bien saisir la Cour pour exprimer ce besoin, parce qu'il s'agit d'un besoin qui touchait aux dispositions intangibles de la loi fondamentale. Vous voyez? Mais j'ai suivi, même le ministre de la Communication, malheureusement, traité cette question avec beaucoup de légèreté en disant à un journaliste qu'il s'agissait du juridisme. Mais non, 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 non. Mais c'est ce que Fachi a dit avoir privilégié les saluts du peuple, qui pour lui est la loi suprême qu'un juridisme, aux conclusions incertaines. Justement, vous voyez, madame, donc le chef de l'État... Comment avez-vous trouvé sa réplique, Justement, le chef de l'État a dit autrement ce que je suis en train de vous dire. C'est-à-dire, l'intérêt supérieur de la nation peut dicter certains comportements. Vous savez, ce problème se pose souvent lorsqu'on parle des questions sécuritaires. Je donne un exemple. Dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, vous avez vu, par exemple, en Grande-Bretagne, on avait adopté le shot for kill, après les événements du 11 septembre, tout ça. C'est-à-dire que la police ou l'armée a reçu le droit de tirer sur toute personne considérée suspecte dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. C'est vrai, je crois qu'ils avaient connu aussi un cas malheureux de quelqu'un qui était considéré comme tel, mais qui, après vérification, n'était pas un terroriste. Mais c'est des choses qui peuvent arriver. Je donne un exemple simple. Vous savez que chez nous, en procédure pénale, les visites domiciliaires ne sont autorisées qu'entre 5h et 21h. 5h du matin et 21h du soir. Mais il peut arriver que pour des raisons de sécurité, la police organise des bouclages. Vous n'allez pas dire qu'on vous prive de votre liberté d'aller et de revenir. Non. Les raisons d'État, les raisons liées à la sécurité poussent le gouvernement, à travers sa police par exemple, et même l'armée, à agir de la sorte. On empêche aux citoyens d'user de leurs droits dans leur intérêt. Lorsqu'on est par exemple à la recherche des criminels dangereux ou des armes. Donc, le président de la République a tout à fait raison. Voilà pourquoi, de mon côté, je vous ai dit, je préférais être élégant pour ne pas parler de violation de manière absolue. Si vous étiez président de la Cour constitutionnelle, excusez-moi, madame, j'y arriverai. Oui. Parce que le président a d'ailleurs dit qu'il avait consulté ses juristes. Donc, il était de bonne foi. Et la bonne foi compte dans beaucoup de choses. C'est dommage que les gens qui avaient été consultés par le président de la République et abuser de la confiance qu'il leur a témoignée. Ils auraient dû prendre le temps de réfléchir calmement au lieu de dire directement au président « Oh non, c'est pas… » Non, il s'agit au fait d'un recul dans l'application des normes constitutionnelles. C'est que beaucoup de gens considèrent comme violation. Moi, je ne voudrais pas parler de violation parce que l'élément intentionnel fait défaut. Le président a considéré ses juristes et il a agi dans l'intérêt de la population. Donc, il a droit aux excuses, même s'il y a eu ces reculs-là. Alors, vous savez... Si vous étiez président de la Cour. Eh bien, moi, dans ce cas-là... Comment allez-vous vous comporter par rapport à tout ça? Si j'étais président de la Cour constitutionnelle, j'allais examiner, donc, comme j'ai dit, l'intention qui a animé le président, parce que la Cour s'est prononcée sur la question. Et sous d'autres... Donc, s'il pouvait être établi que le président s'est passé volontairement
de la volonté exprimée par la Cour, mais cela devait être considéré comme un désaveu. Et lorsque l'autorité vous désavoue, lorsque votre chef, le commandant suprême des armées, le magistrat suprême vous désavoue, ça signifie qu'il n'y a plus confiance. La conséquence, ben, vous démissionnez. Bien. Alors, pour faire simple, pourquoi n'est pas seulement... les secrétaires généraux ne peuvent pas remplacer les ministres, ou bien il y a un VPM qui est là, Jean-Pierre Bemba. Justement, madame, justement, c'est l'occasion pour nous. Je crois que j'ai rappelé que par rapport à l'ordonnance portant organisation et fonctionnement du gouvernement, il y a une disposition qui, de manière automatique, devait donner à celui qui restait préséant, dans les cas d'espèce, M. Bemba Jean-Pierre, le droit à ce poste-là à titre intérimaire. Voyez. Mais au-delà de tout, moi je pense que nous devons faire justement un effort pour combler certains vides qui existent dans beaucoup de lois et même dans la Constitution. Cette polémique, non, Jean-Pierre, non, on a dit au chef de l'État. Non, là il s'agit des considérations personnelles. Ouais. Et en même temps, dire aussi que nous devons fournir un effort pour faire fonctionner nos institutions telles que cela se passe ailleurs. Les fonctionnements des institutions doivent aller au-delà des considérations personnelles parce que les dossiers d'État ne sont pas les dossiers des individus. Donc, il faut qu'il y ait véritablement des machines qui tournent de manière à ce que une pièce qui poserait problème soit facilement remplacée. Mais la machine ne peut pas être bloquée parce qu'il y a un maillon qui fait défaut. Non, ce sont des dossiers d'État, des dossiers qui n'ont rien à voir avec des considérations personnelles. Et je pense que dans l'avenir, dans le cadre de ce mandat, le chef de l'État devra imprimer cette logique et même cette discipline. Nous citons déjà l'informateur Augustin Kabouya consulte déjà, selon vous, qui doit être Premier ministre. Est-ce qu'il y a, vous pouvez faire un bilan du gouvernement Sama, est-ce qu'ils ont bien travaillé? Est-ce qu'il y a des ministres qui doivent revenir? Non, il n'y a pas de bilan à faire à ce niveau. Il y a tout simplement à tirer les conséquences de ce qui a été fait. Moi, je pense qu'il s'agit aujourd'hui d'une gouvernance nouvelle. Il n'y a pas de ministres qui ont bien fait leur travail? Non, il doit être imprimé une nouvelle logique. Et cette logique voudrait également qu'il y ait des nouvelles énergies qui interviennent. Je pense que, comme j'ai dit tout à l'heure, avec ce mandat, le pouvoir reviendra véritablement à l'UDPS. Et je pense que le président de la République, en tant que membre de l'UDPS, devra tirer les conséquences des élections qui viennent de se passer, malgré la bouillabaisse dans laquelle nous avait placé la CENI. Mais du moins, par rapport à la forme, le président doit puiser dans ceux qui seront animés vraiment de la volonté de l'accompagner véritablement, que de continuer à se fier aux gens qui viennent faire le jeu personnel. Donc c'est un peu ça. Mais le besoin de changement est là. Sam doit continuer parce qu'il a fait quoi? Est-ce que Sam a aidé l'UDPS? Je ne pense pas. Moi je partage cette opinion qui voudrait que le Premier ministre vienne de l'UDPS et que le membre du gouvernement à des postes importants soit également issu de l'UDPS. Parce que l'UDPS a lutté pour gérer. Maintenant que l'UDPS a pris le pouvoir, ce parti doit gérer pour s'assurer les arrières. Vous savez, madame, le pouvoir, il ne faut pas seulement l'exercer, il faut savoir le conserver. Et c'est ça qui doit être le leitmotiv de membres de l'UDPS. Et jusque-là, nous ne connaissons toujours pas la position de l'opposition par rapport à ces consultations. Nous avons vu Matata a été consulté, qui était allié de Moïse Katumbi. Votre réaction? L'opposition a... Est-ce que l'opposition... Il y a encore une opposition, on peut parler encore opposition. Il y a une opposition en termes de forme, mais sur le plan de fond, l'opposition a provoqué sa propre désintégration à cause des considérations personnelles égoïstes. Mais le Premier ministre Matata Ponyo a été reçu par l'informateur. Je dois vous avouer que moi, personnellement, j'en étais content. Parce que Matata Ponyo dispose d'une expertise dont la République pourra toujours avoir raison. Et si cette consultation
est l'expression d'un changement de posture, ben pourquoi pas? Matata Ponyo a servi une famille politique qui a échoué, une famille politique qui n'a rien légué à la République à part la désintégration. Si quelqu'un comme Matata Ponyo peut apporter quelque chose de positif, je souligne, quelque chose de positif à l'avenir de ce pays, pourquoi pas? Parce que, qu'on le veuille ou pas, le président de la République doit se présenter aussi comme des rassembleurs. C'est ça. Nos divergences de vues ne doivent pas nous plonger dans l'adversité. Mais qu'est-ce qui divise nos politiques, selon vous? Est-ce que les intérêts, ce sont des conflits politiques ou idéologiques? Non, chez nous, madame, on n'a vraiment pas de conflit idéologique. Les idéologies dont nous parlons. Parce que nous voyons Katumbi de l'autre côté, Fayoulou de l'autre côté. C'est juste des parures. En ces moments, nous avons besoin de la cohésion nationale, nous avons besoin de tout le monde, comme vous venez de dire là. Laissez-moi vous dire, le chef de l'État doit être un rassembleur. Lorsque les gens parlent d'idéologie, c'est juste de parures pour des besoins de consommation extérieure. Nous ne sommes pas à ce niveau. Et moi, je suis d'ailleurs de ceux qui pensent que notre premier combat doit être le combat de développement. Vous savez, ici, quand vous demandez à un parti politique, oui, vous êtes libéral, qu'est-ce que signifie parti libéral? Même les membres de ce parti ne connaissent pas ça. Vous voyez un parti démocratie, mais vous allez à l'intérieur, il n'y a pas de démocratie. Vous allez, oh, je suis parti travailliste. Rien de ça à l'intérieur. Vous avez vu comment l'UDPS et le PPRD se sont opposés, alors que les deux partis appartiennent à la social-démocratie. C'est en principe des partis qui devaient, sous le plan idéologique, être ensemble. Normalement. Mais puisque ce n'est pas l'idéologie qui les divise, ces deux partis ne pouvaient pas et ne peuvent pas être ensemble. Il y a aussi l'Alliance Fleuve Congo des Nanga qui fait la rébellion, où Jean-Jacques Mamba a rejoint ce parti. Donc les Congolais vont s'entretuer juste pour leurs intérêts. Ben, je pense que les membres de Comment Fachi va travailler avec Je tout ça? pense que les membres de l'Alliance Fleuve Congo, en donnant cette dénomination, ont tenu compte de la vigueur du fleuve Congo. Moi, je crains que ce fleuve ne puisse les avaler. Ils vont se noyer, madame. Vous savez, les gens ont pris goût. Les gens ont pris goût. Nous sommes dans un pays où, comme j'ai dit au début de l'émission, vous prenez les armes, vous tirez, vous tuez, on vous considère. Et les gens tuez vos frères, hein, vos sœurs. Oui, les gens croient que ce sera toujours la même chose. Moi, je crains que l'avenir ne puisse pas répondre. À chaque fois qu'on est frustré, on prend des armes. À chaque fois qu'on est frustré, on prend des armes. Je crains pour l'avenir. Est-ce une solution? Ce n'est pas une solution parce que ces gens-là ne se battent pas pour l'intérêt de la population. Ils se battent pour des intérêts personnels, qu'on ne se voile pas la face. Lorsque vous allez vous retrouver avec ceux qui agressent le pays, lorsque vous vous retrouvez avec ceux qui tuent vos propres frères, ceux qui vous arrachent vos terres, ça signifie que vous-même, vous poursuivez les mêmes objectifs. Vous cherchez à arracher des terres à vos frères. Est-ce que vous croyez vraiment que ce comportement est de nature à apporter des bénédictions à ces acteurs? J'en doute, madame. J'en doute. Le problème de la RDC doit se régler ici, en RDC, avec les filles et fils du pays. Il doit être bien réglé par ses fils, peu importe, même si vous allez en Israël, même si vous allez en Égypte, même si vous allez en France, mais si vous n'exprimez pas la volonté de changer l'ordre des choses, rien ne changera. Même si vous vous réunissez ici au pays, ce n'est pas le cadre qui détermine la volonté des gens. La chose à faire est que les Congolais doivent prendre conscience de la mission que chacun de nous peut avoir en tant qu'être humain vivant. Vous voyez? Et ce n'est qu'en ce moment-là qu'on peut espérer obtenir de bons résultats. Bien, autre sujet, nous allons finir avec ce sujet. L'inspecteur général de l'IGF, je ne sais pas si vous êtes au courant, est accusé d'avoir aussi détourné. Pensez-vous que c'est vrai ou une campagne de diabolisation? Toute personne accusée est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit établie. Vous avez parlé d'accusation, nous ne savons pas entrer dans ces conditions-là, dans ces considérations. Il revient à ceux qui accusent l'UGF de nous apporter des preuves. Les preuves irréfragables de leurs accusations. Nous savons, je sais aussi que dans ce pays, lorsqu'il y a une puissance qui émerge, lorsqu'il y a un acteur qui émerge et finalement il dérange.
Les gens vont commencer à concocter des petites choses pour le discréditer, Vous avez vu pour au moins, l'éloigner vous avez, je de ne sais son pas, travail. suivi ces conflits avec Tony Mwaba, le ministre de l'EPST. Il y a des agents, comment les inspecteurs qui sont allés... Non, le comportement du ministre est un comportement indigne. Oui. Si nous étions dans un cadre de fonctionnement normal, je ne pense pas que le ministre se retrouverait dans cette position. Les inspecteurs de l'IGF, comme beaucoup d'inspecteurs d'ailleurs, même judiciaires, sont tenus par le sceau du secret. Quand ils viennent vous contrôler, ils ne sont pas obligés de vous l'annoncer. Vous l'annoncer signifie vous demander de prendre des dispositions. Hein, je crois que le ministre est allé au-delà, il les a humiliés. Non, ce n'est pas des choses à encourager. Hein. Je pense Mais l'IGF, pensez-vous qu'il fait bien son travail? Parce qu'il est en train de dénoncer, dénoncer, mais rien n'échange. Il y a toujours des détournements. Il fait son travail. La chaîne est constituée de beaucoup de gens. L'IGF constate la malversation. Envoie le dossier à qui de droit. N'oubliez pas que l'IGF est un service rattaché à la présidence. L'IGF fait son rapport, dont doit se saisir la justice, à la justice de faire le reste. Mais si la justice n'est pas capable d'établir la culpabilité des gens... Comment trouvez-vous la justice de ces pays? Parce que vous êtes avocat, hein, la justice quand même, c'est compliqué. Madame, dans notre pays. C'est comme si la justice ne faisait pas aussi son travail, parce que l'inspecteur dit toujours, Alingueté, il dit toujours qu'il a déposé son rapport. Il a déposé, mais il n'y a pas de suivi. Madame, les enquêtes n'aboutissent pas. Si nous voulons que la justice fonctionne bien dans ce pays, nous devons faire de cette justice-là un vrai pouvoir. C'est-à-dire lui doter de tous les moyens de sa politique. Moyens matériels, infrastructurels et humains. Le magistrat doit être placé dans les bonnes conditions pour qu'il affiche un comportement irréprochable. 2. L'homme politique doit éviter d'interférer dans le fonctionnement de la justice. Je vous ai dit tout à l'heure, la Cour constitutionnelle rend un arrêt. Le président de la République s'en passe. C'est un désaveu. Est-ce que cette Cour peut avoir le courage de traiter calmement un dossier qui toucherait aux intérêts de la présidence? La Cour est composée des humains qui ont des sentiments et des émotions. Non, c'est des mondes. Alors, si cette justice est indépendante. Justement. L'indépendance de la justice voudrait que nous puissions respecter le principe de la séparation des pouvoirs. Voilà pourquoi j'ai dit, pour que nous puissions bien juger cette justice, nous devons faire d'elle un vrai pouvoir. Un pouvoir doté des moyens de sa politique. Je les ai cités. Humain, infrastructurel, matériel. Quand je parle de matériel, moi j'intègre les finances à l'intérieur. Est-ce que nos magistrats sont aujourd'hui dans les conditions qui leur permettent de travailler? Est-ce qu'ils sont bien rémunérés? C'est ça aussi le problème. Vous parlez de rémunération. Est-ce que nos magistrats ont où loger? Madame, il y a des magistrats. Mais les députés, oui. Il y a des avec les 21 000 $. Il y a des magistrats qui viennent de prêter serment. Vous n'avez pas trouvé que dans les discours, la plupart, les sorties médiatiques de Félix Tshisekedi, ils protègent toujours les députés, hein? Bon, il faut d'abord noter que Félix Tshisekedi était un ancien député et surtout il connaît, peut-être qu'il n'a pas été compris. Les députés nationaux ont droit à avoir 21 000 $, les policiers moi je voudrais assez d'argent, nos militaires. Attendez madame, je voudrais que cette perception des choses aille au-delà des députés. Nous devons instaurer chez nous la justice sociale. C'est-à-dire la justice sociale voudrait que le revenu national puisse bénéficier à toutes les catégories des citoyens. Magistrats, militaires, enseignants, je ne sais qui, fonctionnaires de l'État. Et à l'époque où vous étiez député, on vous payait combien, si on peut savoir, par curiosité? Bien que les salaires soient personnels. Non, la rémunération n'est pas un secret, madame. Moi, je sais pas pourquoi. Oui, on vous payait combien? Non, à l'époque, les émoluments de députés revenaient à 6 200 quelque chose comme ça, mais payé au taux de 92. Hein. Et aujourd'hui, 21 000 $. Et puis, à part ça, il faut reconnaître que dans l'exercice des travaux, du travail parlementaire, il y a aussi des primes.
Nos institutions consomment quand même. Hein. C'est tout à fait normal parce qu'il y a des besoins liés au fonctionnement. Les trains de vie, là, il faut réduire. Hein. En tout cas. La réduction du train de vie des institutions comme l'a fait plus le président de Burkina Faso. Burkina Faso, je crois, Traoré. Nous n'avons pas les mêmes problèmes, madame. Vous savez, souvent, ce qui nous dérange aussi, c'est que nous aimons copier les gens, alors que nous ne partageons pas les mêmes réalités. Mais la population, vos électeurs, quand même, ils sont dans la misère et vous, les députés, vous avez... Moi, je ne parle pas que des députés. Moi, je parle des citoyens congolais. Moi, je voudrais que le médecin congolais qui doit aller soigner les gens à Malemba-Koulou dispose des moyens, que ce médecin qui doit aller à Moba-Imbongo dispose des moyens, qu'on n'ait pas des hôpitaux, comme j'ai vu dans les Rosiers à l'Équateur, où le médecin avait tous ses pieds dans l'eau, les malades dans l'eau pour soigner. Non. Moi, je milite pour l'amélioration des conditions de vie des populations parce que c'est ça le progrès social. Moi, je préfère me présenter comme un acteur de développement que comme un défenseur des intérêts politiques, un défenseur aveugle des intérêts politiques. Non, je ne peux pas passer ici pour défendre les députés seulement, non. Kimbanseke est votre chef. Ben voilà, à Kimbanseke, par exemple, aujourd'hui, Kimbanseke n'a pas de route. Vous quittez Njili Sainte-Thérèse, vous ne savez pas atteindre Kimbanseke cimetière. Vous quittez le quartier 1, vous ne savez pas circuler sur le boulevard Louemba. Les travaux de la route Sekomaf qui avaient déjà dépassé le quartier Manzanza. Et cette route-là qui doit aller vers Yanda, Sanda, jusqu'à déboucher vers Mvouloulou, ces travaux doivent être bien faits parce que ça va désengorger, par exemple, la route du Bas-Congo qui provoque toujours, où il y a toujours des embouteillages dans l'axe Matadi-Kibala-Upen, parce que des véhicules venant du Bas-Congo pourront prendre Mvouloulou jusqu'à déboucher Andjili. Vous voyez? Donc aujourd'hui, je suis en train vraiment d'attirer l'attention. Ou de l'autorité urbaine, de l'autorité nationale, pour qu'on réhabilite cette route de Kimbanseke. La route de Kimbanseke est dans un état vraiment piteux. Et les quelques travaux qui se réalisent s'arrêtent toujours. Avant que le chef de l'État ne se présente à la place Sainte-Thérèse, nous avons assisté à un semblant de travaux qu'on a réalisés. On a essayé de mettre de l'asphalte. Or, c'était juste pour permettre une petite circulation pendant la présence du président. Et puis, moi, je voudrais aussi demander à ceux qui vont gérer. Mais là, j'attire l'attention du président de la République, à qui le peuple demandera des comptes, de mettre en place une équipe chargée d'inspecter ou de suivre la réalisation de ces travaux. Les macadams qui sont en train d'être faits sont de très mauvaise qualité ici à Kinshasa. Donc, au-delà de l'inexistence de routes, il y a la réalisation des travaux de très mauvaise qualité. Il y a eu trop de projets, zéro trou, opération Kinbopeto, tout ça, rien n'est fait. Si le président de la République, de la République veut réussir ce mandat, il doit s'abstenir de lancer trop de slogans. Nous n'avons pas besoin de slogans. À Kimbanseke, que la population n'a pas besoin de slogans. La population a besoin de la route. Point. De la route, l'eau et puis l'électricité. Point. Pas de slogans. Si le président forme un gouvernement, choisit un premier ministre qui forme un gouvernement, qui lui permettra de faire ce genre de réalisations, c'est la population elle-même qui aura des slogans. Les slogans ne viendront pas des dirigeants. Bien, alors, Maître Serge Mayemba, puisque nous parlons de route, nous allons finir à chuter parce qu'on nous signale déjà que nous sommes arrivés à la fin de l'émission. J'ai d'ailleurs débordé, en tout cas, toutes mes excuses à la technique. Les motocyclistes interdits de circuler en ville, sur le boulevard. Les motocyclistes interdits, il s'agit d'une décision prise... On dit même qu'on va arrêter même le passager et puis... Madame, à propos de l'arrestation des passagers, je voudrais rappeler au commissaire provincial de la police le principe de la légalité des délits et des peines. Je crois que nous sommes dans un État qui se veut de droit moderne. Il y a des comportements à éviter dans le chef des autorités de la police. Comment peut-on arrêter un citoyen et le placer dans les conditions que j'ai vues sur les images, le faire asseoir par terre parce qu'on l'a retrouvé sur une moto? Est-ce qu'il y a une loi de cette République qui prévoit comme sanction à l'encontre de quelqu'un qui se retrouverait sur une moto, le faire asseoir, le filmer
et le montrer à la télévision. Il s'agit là d'une atteinte grave aux droits des citoyens. Et il ne faudrait pas que le commissaire provincial de la police, sous prétexte de mettre de l'ordre, tombe dans ce piège. Le travail qu'il veut faire est un travail louable. Aujourd'hui, nous nous plaignons tous du comportement des motocyclistes dans la capitale. Mais il doit s'agir d'un travail réfléchi. Il doit s'agir d'un travail qui doit se faire dans le cadre de ce qui est recommandé à la police. Vous savez qu'on recommande la courtoisie aux policiers. La courtoisie voudrait que vous puissiez considérer le citoyen dans son ensemble, dans ses droits. Mais lorsque vous prenez des responsables, d'abord vous les arrêtez et vous vous foutez de leur avenir, vous permettant même de dire, même si vous perdez votre boulot. Non, 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 madame. Je crois que le problème aussi dans ce pays, c'est que nous avons toléré beaucoup de choses. Et là, j'attire l'attention du président de la République. Le président de la République doit savoir que sa gestion est la conséquence d'un combat. Ce combat-là a visé la protection des citoyens et de leurs droits. Et il ne faudrait pas que ceux qui violent le droit des citoyens soient encensés. Vous savez, nous, parfois, nous n'aimons pas parler pour ne pas faire croire aux gens que nous sommes rancuniers. Madame, moi, je suis de la classe des victimes de ce pays. Et vous devez vous dire que lorsque nous nous promenons, nous rencontrons nos bourreaux. À l'UDPS, les gens ont été tués. Les gens ont été maltraités par certaines personnes qui se retrouvent aujourd'hui avec le président de la République. Et il ne faudrait pas que ces souvenirs reviennent. Or, ces souvenirs vont revenir lorsque nous voyons ce genre de comportement. Un commissaire provincial de la police n'a pas reçu mission de faire ça à la population. Bien. Qu'il nous sécurise en organisant la circulation. Nous saluons, nous tous, nous allons participer. Déjà, j'ai trouvé que c'est quelqu'un qui semble bien communiquer, ça c'est déjà un atout, mais qu'il fasse en sorte que les acteurs sociaux et politiques l'accompagnent dans ce travail, mais qu'il ne viole pas le droit des citoyens sous prétexte de mettre de l'ordre. De mettre de l'ordre. Alors, trop d'arrestations sous Fachi. Que répondez-vous à tous ceux qui disent que non, sous Fachi, il y a trop d'arrestations? Il y a Salomon Escadella qui est en prison, trop de politique, Jean-Marc Abound, et puis il y a Chebea qui a été assassiné. Jusque-là, il n'y a toujours pas de suite. On ne connaît toujours pas, il n'y a pas de rapport des enquêtes, tout ça. Voilà, vous êtes avocat. Que répondez-vous à tout ça? Madame, Et puis il y a aussi ces dossiers de l'artiste musicien Jibin Piana, de Monantsuka, tout ça. Je ne sais pas s'il risque la prison. D'abord, moi, et puis on va se dire au revoir. Moi, je suis un défenseur des droits des citoyens. Si on reproche des choses aux citoyens, on doit les arrêter et les détenir dans les conditions prévues par la loi. Si ces personnes peuvent bénéficier des excuses légales, il faut le leur faire bénéficier. Nous devons éviter les arrestations lorsqu'elles sont opérées en dehors de la loi. On parle d'arrestations arbitraires. Oui, en prison, il est très malade. Oui, on lui refuse même le soin. Oui, je pense que Salomon a des avocats. Oui. Salomon appartient à un parti politique qui peut bien porter sa cause. Et puisque la situation est déjà entre les mains des avocats, je crois que les avocats sont suffisamment outillés pour la présenter à la justice. Mais tout ce que moi je peux dire est que les citoyens doivent être interpellés, arrêtés, détenus dans les conditions prévues par la loi. Et nous devons noter aussi, la loi qui arrête, c'est la même loi qui libère. Si un citoyen réunit les conditions qui peuvent permettre sa libération, mais pourquoi pas le faire? Continuer à les détenir, c'est de l'arbitraire. Chebea plutôt Chérubin Okende. Et puis pour rendre, parce que les gens aiment parler de démocratie, pour rendre notre démocratie vive, il faut accepter la contradiction. Il n'est pas important de procéder à l'arrestation des gens juste par ils vous contredisent. Non. Vous n'avez pas commenté le dossier Monantsuka là. Mais le dossier Monantsuka, vous savez, il s'agit d'un vrai problème social. Social, oui. Les gens ne font pas attention à ça, mais je crois que à l'époque, le cardinal Maloula, quand les gens disaient Mboka et Baby, le cardinal Maloula avait dit Mboka et Baby, t'es ma bota, moto et Baby. Tout doit commencer par la famille. Et puis des deux, il faut que la femme congolaise devienne responsable. Les violences sexistes
sexuels ou à caractère sexiste doivent être évités. Le cadre du travail ne peut pas devenir cet abattoir à la merci des patrons. En même temps, je note dans les médias, que la femme doit nos être entreprises, responsable. la politique aussi. Parce qu'il arrive aussi... Ce sont les hommes toujours. Oui, non, pas les hommes. Donc les femmes doivent savoir dire non. Les femmes, parce que les femmes aussi viennent parfois s'offrir pour obtenir certains bénéfices. C'est aux femmes également de s'affirmer comme de vrais responsables. Je vois, il y a déjà un combat qui est mené dans ce sens-là. De plus en plus, la femme congolaise prend conscience. Ça, c'est une bonne chose. Donc, il ne doit pas s'agir seulement d'un combat qui opposerait la femme à l'homme, mais il doit s'agir d'un combat de l'affirmation de la femme comme personne à part entière. Pour ce qui est du cas JB, moi en tout cas, bon, j'entends les gens parler, mais moi je pense que je ne pourrais pas entrer dans les détails de cette situation, mais je vais demander seulement à ceux qui sont du côté de notre artiste d'user de beaucoup de sagesse parce qu'il s'agit là d'un piège. Nous avons un grand artiste international, R. Kelly, qui a perdu toute sa carrière, qui est aujourd'hui en prison. Dieu seul sait quand est-ce qu'il en sortira. Il y a eu ce genre de scandale au niveau aussi du monde du cinéma. Parce qu'au-delà des vraies accusations, il y a aussi un phénomène sur lequel je suis en train de réfléchir, ce qui pourra peut-être faire l'objet d'une autre de mes tribunes, la commercialisation des violences sexuelles. Nous aurons le temps d'en parler parce que beaucoup de gens ont mis la violence sexuelle dans le commerce. Une façon de faire pression sur les gens chantage, pour tout ça. Faire du chantage, pour tirer certains bénéfices. En même temps, moi je suis de ceux qui pensent que nous devons assainir notre environnement socio-professionnel. Merci beaucoup Serge Mayamba, maître Serge Mayamba. En tout cas, je ne sais pas si vous avez un mot de la fin et puis on va se dire au revoir. Ben, ça a été vraiment un réel plaisir. Nous avons même débordé parce que vous aviez dit aujourd'hui, en tout cas, Madame Nicole, je dois parler, je dois briser le silence. Donc voilà. Oui, je remercie encore une fois. Oui. Je remercie encore une fois tous ceux qui m'ont poussé à parler. Parce que finalement, ils m'ont poussé à parler et j'ai parlé. Et je crois que nous devons continuer à nous occuper de notre pays. C'est le pays que nous avons. Et il faut que chaque Congolais soit capable d'apporter ce qui peut permettre aux choses d'avancer. Merci beaucoup. Merci Maître Serge Mayamba. En tout cas, merci d'être venu. Revenez quand vous voulez. J'espère que ce n'est pas la dernière fois. Hein. C'est votre plateau. Donc à chaque fois que vous avez besoin de parler, hein, un message à la population, au président de la République par rapport à la gestion du pays. En tout cas, Takotak Magazine est là pour vous. Merci pour votre disponibilité et de mon côté, tout disposé. Merci beaucoup. Cette émission est terminée, Madame, Messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci à la grande équipe technique. Au revoir et à la prochaine.